Ah, c'est vrai que je t'entends. Voilà, heureux de vous retrouver pour cette émission, une véritable première, une première sur DIAF TV. Je commence par vous dire notamment la bonne tabaski, puisque c'est aujourd'hui la fête du mouton. Alors, DIAF TV lance une émission aujourd'hui qui, pour nous, a un double intérêt. Un intérêt d'abord parce que c'est une émission en direct sur 3 continents. Principalement sur 2 continents, c'est l'Europe, c'est les États-Unis et puis c'est le Canada. Et à titre personnel, parce que quand même, pour le dire, c'est la première fois sur DIAF TV, donc je suis heureux de participer à cette émission pour un sujet d'actualité, un sujet particulièrement public au Cameroun. C'est le 22 septembre 2014 que le magazine Jeune Afrique a sorti cette information qui a fait boum, un véritable coup de tonnerre, parlant d'un, alors maintenant on ne sait toujours pas quoi dire, d'un éventuel, d'une supposée, bref, de l'enlèvement de M. Guérandi Mbara, l'un des instigateurs de la tentative de coup d'État du 6 avril 1984 au Cameroun. Et ça suscitait, ça continue à susciter beaucoup d'interrogations. Donc pour en parler, le réalisateur de cette émission et administrateur de DIAF TV NHL, comme on l'appelle amicalement, Monsieur Ngassa Api, a réuni autour de cette émission Monsieur Brice Nietzsche, qui est le secrétaire exécutif du coach. Je vais enlever les messieurs pour faire, hein, on est quand même entre nous. Jean Bosco Teigne de la CAMDIAC, Alain Jules, qu'on ne présente plus, alainjules.com, DIAF TV, Agnès Taïlé du magazine Le Septentrion. Je vais leur dire, on attend aussi l'ex-commissaire Zogo, qui devait être avec nous. Lui, il est délégué du Code en France, hein, membre du CCD. Donc voilà, j'ai oublié de me présenter. Je suis Cyril Ekwala. Donc je vais permettre à nos différents invités de nous dire un petit mot. Donc je vais commencer par Agnès Taïlé. Agnès Taïlé, bonjour. Bonjour Cyril. Comment ça va? Comment va le Septentrion, le magazine, hein, on s'entend? Le Septentrion se porte assez bien et on fait notre petit bout de chemin, notre bonhomme de chemin. Je dirais c'est pas un magazine hein, Oui, en comme je. réalité, c'est un hebdomadaire régional qui couvre les 3 régions septentrionales du Cameroun, le nord, l'extrême nord et l'Adamawa. Donc le Septentrion se porte assez bien pour le moment. Il est un peu à l'image de la presse camerounaise en général, je veux dire la santé de la presse camerounaise en général. Ça va plutôt bien. Puisque on va faire le tour de table sur le sujet, le 22 septembre, comme tout le monde, j'imagine, vous avez lu cette information concernant l'enlèvement et la probable exécution de Guérandi Mbara. Quel a été votre premier sentiment? Choquée et surprise. Euh, pas plus que ça. Et puis avec l'instinct de journalisme humaniste, je prends du recul, je fais un pas en arrière et puis j'essaie d'analyser et de voir un peu plus loin, de regarder un peu plus loin dans cette information qui est tombée euh, comme un couperet. D'accord, merci. De toute façon, on aura le temps de parler de tout ça tout au long de l'émission. Je me tourne vers Alain Jules. Bonjour Alain Jules. Bonjour Cyril, bonjour tous les téléspectateurs de DIAF TV, hein. Bonjour l'Afrique. C'est d'habitude vous qui êtes à ma place. Aujourd'hui, vous êtes
êtes de l'autre côté, donc je sens que je vais m'amuser puisque vous êtes en dehors de alainjules.com, vous êtes le principal rédacteur et animateur de Diaf TV. Je ne vais même pas vous demander comment va Diaf TV puisque nous y sommes. Je ne vais pas non plus vous demander comment va alainjules.com parce que on le voit tous les jours. Mais sur le sujet précisément, enlèvement, probable exécution de Guérandi, quel a été votre sentiment? De prime abord, ce que je peux dire, c'est que déjà, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que, sincèrement, c'est très bien parce que, justement, Agnès est là. J'ai eu à lire plein de ses écrits et j'ai constaté quand même que le pouvoir de Yaoundé, n'est-ce pas, avait contacté ce monsieur, je crois en 2010, voire 2011, ou même 2012. Ça veut simplement dire que, forcément, ils sont en contact. Alors, j'ai l'impression que le papier de Jeune Afrique, hein, n'est-ce pas, le journal soi-disant panafricain, fait un jeu subtil. Je soupçonne Jeune Afrique et justement Monsieur Guérandi d'être à l'origine de cette rumeur, parce que je considère pour moi que c'est une rumeur aujourd'hui, et par conséquent, forcément, il faut que les proches de M. Guérandi, ou à défaut Jeune Afrique, n'est-ce pas, apportent les preuves de ce reportage-là. Voilà. Pour l'instant, c'est ça que je peux dire. D'accord. Brice Nietzsche, bonjour. Bonjour Cyril. Heureux de t'avoir dans cette émission. Avant qu'on ne parle de l'enlèvement ou comment on appelle ça de Guérandi, je vais plutôt demander l'actualité. La dernière actualité porte beaucoup sur le code et notamment le code, la tendance que finalement on va se tutoyer, se vous voyez, on va se vous voyer, la tendance que vous dirigez. Comment ça va là-bas? Ça va très bien. Nous n'avons aucun problème. Il y a bien entendu quelques tentatives un peu foireuses de la part du pouvoir de nous déstabiliser, mais ils savent très bien qu'ils ont échoué avant même d'avoir commencé. Donc le code se porte très bien. Le code se porte très bien. Ce qu'on a lu n'est pas vrai en gros. C'est-à-dire par rapport à quoi? Au schisme Par rapport au fait que on a choisi d'autres dirigeants à votre place. Écoutez, je pense que c'est un sujet tellement minable qu'il ne devrait pas mériter l'attention au cours d'un débat aussi sérieux que celui-ci. Vous ne pouvez pas consacrer une seconde au cours d'une émission aussi sérieuse à des petits chiffres qui essaie de jouer le jeu du pouvoir pour déstabiliser une organisation de lutte comme le Code. Donc moi, je souhaiterais qu'on passe à l'essentiel, c'est-à-dire au sujet qui est le plus important aujourd'hui, que nous parlions de l'assassinat de Guérandi, et c'est pour ça que je suis là. D'accord, je vous l'accorde. Justement, lorsque cette nouvelle est parvenue, vous avez fait une sortie à travers un entretien et où vous déclariez l'avoir rencontré justement dans des périodes proches de la date, je pense, de janvier 2013. Au-delà de vos rapports, vous avez déjà donné un peu votre sentiment là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous le répéter lorsque vous avez eu cette nouvelle-là? Est-ce que nous avons perdu Brice Nietzsche? Nous avons perdu Brice, j'ai l'impression. Juste le temps, peut-être qu'on règle ça du côté technique. Je vais me retourner vers Jean Bosso. Ah, Brice est revenu. Brice, on vous avait perdu un petit moment. Je demandais, parce qu'à un moment, vous avez fait cette sortie. Quelle a été la même question qu'à tout le monde, le sentiment lorsque vous avez eu cette nouvelle-là? C'est un sentiment de, comment je vais dire, de colère, de colère. Parce que j'ai rencontré le capitaine Guérandi au mois de juillet 2012 à Paris à 3 reprises. Donc nous avons discuté, on a travaillé sur un certain nombre de choses. Et quand je suis rentré à Londres, nous avons communiqué.
Et au mois de décembre, je lui ai envoyé un message de l'année. Il m'a pas. Et c'est quelqu'un qui avait l'habitude de partir comme ça quelques temps avant de refaire signe. Bon, mais ça fait jamais au-delà de 3 mois. Donc, 3 mois, je n'ai pas de ces nouvelles. 4 mois de ces, je n'ai pas de nouvelles. 1 an, je n'ai pas de ces nouvelles. Tous les messages que j'envoie et tous les contacts que j'ai avec des proches communs, au fond, il y a quelque chose qui s'est passé. Et justement, ma peur s'est confirmée avec l'article de Jacques qui donne des précisions chirurgicales sur les conditions de son assassinat. D'accord, comme je dis, on continue notre tour de table rapidement. Jean Bosco Taigne de la CAMDIA. Bonjour Jean Bosco. Bonjour et merci de l'invitation. C'est un plaisir d'être avec vous. Oui, ça fait longtemps que vous aussi, Jean Bosco, on ne vous avait pas vu dans les médias. Vous êtes réapparu justement après cette nouvelle-là. On rappelle quand même que vous aviez invité le capitaine Guérandi Mbara lors de votre première convention de la CAMDIAC en 2010 à Washington, où il y a eu un certain nombre d'échanges. Lorsque vous avez aussi appris cette nouvelle, je sais que vous avez déjà fait une sortie publique, mais pour rappeler ça à celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui, quel a été votre sentiment? Et une fois de plus, merci de l'invitation et je suis heureux qu'une chaîne de télévision africaine, européenne, américaine, internationale puisse consacrer 1 heure pour parler de la disparition entre crochets du capitaine Guérandi. Oui, comme vous le savez et comme vous l'avez si bien dit, nous avons eu l'opportunité et la primeur d'inviter le capitaine Guérandi à la convention de la CAMDIA qui a eu lieu à Washington le 10 juillet 2010. Et nous avons beaucoup échangé et nous avons gardé le contact jusqu'au 6 janvier 2013, c'est-à-dire, comme le disait mon ami Brice, ils ont pris contact avec lui en 2010. Nous avons été avec lui jusqu'au 6 janvier 2013. Juste pour information, nous avions aussi les cellules de communication de M. Guérandi pour vous dire comme quoi nous étions permanemment en communication avec lui au moins tous les 24-48 heures. Et donc, sa disparition pour nous a été pas une surprise parce que nous étions préparés, et nous avions les bribes de cette disparition. Et nous essayons de voir où se trouvait la vérité et où était le problème jusqu'à ce que l'article de Jeune Afrique puisse apparaître pour confirmer nos craintes. Et nous pouvons le dire sans risque de nous tromper aujourd'hui que cette disparition finira par être une vérité. Monsieur Biya, ce diable que Dieu nous a punis avec au Cameroun, a décidément continué dans le sens de son travail, qui est celui de détruire toute opposition, quelle que soit minime. Je ne serais pas surpris que M. Biya tue même sa femme Chantal pour rester au pouvoir au Cameroun. Donc, nous sommes prêts. Oui, non. Il est prêt à tuer même ses enfants pour mourir au pouvoir, ça c'est clair. Déjà qu'à notre niveau, nos familles ont été infiltrées. Moi qui vous parle, j'ai toute une famille à la banlieue de Boston ici, à Lowell, qui est complètement payé par... Ok. Ça, c'est une vérité. D'accord. Jean Bosco, avec votre permission, j'ai eu votre premier sentiment. Là, il y a l'ex-commissaire Zogo, dont je rappelle qu'il est délégué du Code en France et membre de la... non, pas du CCD, le Conseil des Camerounais de la diaspora, je pense que j'ai bien dénommé ça, qui est avec nous. Est-ce qu'il m'entend? Oui, Cyril, je vous entends 5 sur 5. Voilà, nous vous entendons parfaitement et nous vous voyons aussi, c'est aussi ça le plus important, surtout pour les téléspectateurs. Alors, on va faire avec vous le même exercice qu'avec les autres invités, c'est que le 22 juin 2014, il y a donc cet article de Jeune Afrique qui paraît et qui, comme ça, annonce
l'enlèvement et le probable, du moins, assassinat du capitaine Guérandi. Je peux dire sans risque de me tromper que c'est quelqu'un que vous connaissiez, que vous avez peut-être côtoyé, je ne sais pas si longtemps ou pas. Quel a été votre sentiment lorsque vous avez eu cette nouvelle-là? Je tiens tout d'abord à m'excuser pour le petit souci technique de tout à l'heure auprès des compatriotes et camarades invités sur ce plateau. Ce sont des aléas techniques que nous maîtrisons toujours pas. Voilà. Je suis très heureux de prendre part à ce débat, c'est d'autant plus qui concerne quelqu'un que je considérais comme un frère, un ami et à la limite un guide. Voilà. Comme beaucoup de Camerounais, j'ai appris avec stupeur et émotion des allégations de l'hebdomadaire Jeune Afrique faisant état d'un probable enlèvement et assassinat du capitaine Guérandi. Mais je dois avouer qu'avant la publication de cet article, j'avais déjà reçu un certain nombre d'informations et de renseignements dans mes réseaux, que je ne vais pas vous révéler ici, faisant état d'un éventuel kidnapping du capitaine en Europe de l'Est. Voilà. Et j'en ai même parlé à Guy, qui est là sur le plateau, il peut le témoigner. Voilà. Mais sauf que j'étais en train de recouper, vous savez, moi je ne gère pas l'anecdote. Donc bien évidemment, les allégations publiées par Jeune Afrique, comme tout Camerounais, je les ai appris avec beaucoup d'émotion, de stupeur et de consternation. Si cela venait à s'avérer vraiment, de toute façon, le débat reste ouvert. C'est avec beaucoup d'émotion et de stupeur que j'ai appris ces allégations et j'ose croire que c'est des simples allégations et nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour recouper et rétablir la vérité. Et voilà ce que je peux vous dire d'entrée de jeu sur cet épilogue relatif au capitaine Guérandi. Voilà. Alors je vous invite à rentrer directement dans le débat parce que vous avez dit allégation. Jean Bosco Tagno nous a dit que ça finira par être vérité. Pour Alain Jules, c'est carrément une rumeur. Donc pour le moment, personne ne peut affirmer, personne ne peut confirmer, même si on va dire que grosso modo, certaines tendances se dégagent. Peut-être qu'à part vous qui avez quelques réseaux à gauche, à droite, j'imagine qu'il y a aussi au niveau de la presse des enquêtes qui sont menées, mais on attendra, sauf si on attendra vraiment de découvrir exactement ce qui se passe. Je voudrais qu'on parle un peu, nous avons parlé de débat. Je veux d'abord aller un peu vers Alain Jules. Alain Jules, pourquoi vous dites rumeur? Que pour vous, c'est une rumeur dont le capitaine Guérandi serait lui-même à l'origine, en connivence évidemment avec le pouvoir en place. Pourquoi vous dites rumeur? Qu'il est en connivence avec le pouvoir en place, mais je veux dire, il y a eu des contacts nouveaux, hein, je crois que Agnès ne me démentira pas. En plus, j'ai l'impression, parce que quand on essaie d'enquêter ici à Paris, justement où nous sommes, on se rend compte que les soi-disant officiers portugais, je ne sais de quel autre pays, ont procédé à l'enlèvement de l'officier camerounais je crois en Europe de l'Est, habitent plus ou moins à côté de Jeune Afrique, on se pose des questions. Alors on a l'impression que c'est un article de commande, un article probablement fait avec l'accord de M. Guérandi, n'est-ce pas, pour se donner, pour tester son aura, et pour se donner une certaine force, pour être présenté encore une fois comme le soi-disant, parce que je mets soi-disant opposant principal du président Paul Biya. Et tout à l'heure, j'entendais le frangin Jean Bosco dire que oui, voilà, ça va se confirmer, c'est sûr et tout. Mais il se base sur quoi? Ça, c'est la première question. Et je vais terminer parce que bon, il ne faut pas monopoliser la parole, d'autant plus que il y a Agnès qui est là, qui, compte tenu du retard, doit nous quitter, alors qu'elle a vraiment trop de choses à dire par rapport à son travail toujours très bien fait. Donc, en réalité, pour moi, j'ai l'impression que M. Guérandi joue de ça.
C'est-à-dire qu'il teste, il veut voir s'il a quelque chose. Et puis, justement, on a l'impression que lui, il se prend pour le meilleur opposant, le plus grand opposant du monde, et que ceux qui sont au Cameroun ne servent à rien. Ce ne sont pas des opposants. Parce que Jean Bosco disait tout à l'heure que le président Biya peut tuer même ses propres enfants pour se maintenir au pouvoir. Alors, il est en train de dire que ceux qui sont au Cameroun ne servent à rien, ce n'est pas une opposition. Parce que pour moi, un vrai opposant, c'est à Yaoundé que ça se joue. Voilà. Pour terminer sur cette base-là. Voilà, je me tourne avant que j'ai vu le commissaire Zogo remuer là, mais je vais d'abord me tourner vers Agnès Saïlé. Le Septentrion a publié un entretien avec le frère du capitaine Guérandi Mbara, qui lui, par contre, était en train il disait par contre qu'il avait eu des nouvelles de son frère au mois de novembre 2013, alors que Jeune Afrique, dans son article de Georges Dougueli, parlait plutôt de disparition, enlèvement en janvier 2013. Je vais même aller encore plus loin, très rapidement. Alors, le journal La Nouvelle a dit qu'il était à la Direction générale des renseignements. La météo, d'il y a 2 jours, a annoncé qu'on l'aurait vu à Paris dans un café, et je reprends l'expression, où il se la coulait douce, et ça a été repris dans les médias sociaux par le journaliste Nzana Sémé. Aurore Plus, à travers son directeur Michel Msala, a dit qu'il était dans une espèce d'école de gendarmerie quelque part dans le centre du Cameroun. Vous êtes à la tête du Septentrion. Tout ce flou-là, finalement, qu'est-ce que vous en dites? Vous croyez qui? Je sais pas si... Chacun a sa petite idée hein, je vais appeler ça information. Chacun se fait une petite idée, chacun fait sa petite enquête. Les différents journalistes qui s'y mettent donnent les résultats qu'ils peuvent donner. Nous avons fait notre nous avons apporté notre petite contribution pour comprendre un peu. Je n'ai absolument rien à dire parce que vous me demandez ce que je vais dire. On avait un article, nous avons eu la possibilité d'interviewer le frère Cadet. Et on a servi l'interview aux auditeurs, à nos lecteurs tel que nous l'avons reçu. Et nous avons bien vérifié, hein, parce que rassurez-vous, j'ai reposé la question 2 fois de savoir si ce n'était pas plutôt novembre 2012, juste pour me rassurer que, parce que ça fait quand même, on a une différence de 11 mois. De 11 mois, oui, tout à fait. Voilà, donc c'est assez long. Donc, il y a cette petite information et puis la seconde, c'est qu'il donne 2 informations dans cet article-là, dans cette interview. La première, c'est qu'il refuse de confirmer la nouvelle de l'assassinat de son frère aîné. Et puis la seconde, c'est qu'il y a parlé en novembre 2013. Nous donnons l'information. Chacun fait sa part, joue sa partition. Et puis que les autres prennent le relais et fassent moi, je n'ai absolument pas de commentaire à faire là-dessus. J'ai une information, je la donne. Et je continue à mener ma petite enquête. Je ne vais pas non plus vous donner, je ne vais pas vous dire où se trouve mon enquête. Quand j'aurai bouclé mon enquête, eh bien, je la livrerai. Même si on insiste un tout petit peu, vous n'allez pas nous donner juste un petit avant-goût comme ça? Donc, le Septentrion Info, si je vous donne l'information, c'est déjà fini. Non, juste un peu, comme ça. Non? Bah, on va se donner rendez-vous dans les colonnes de Septentrion. Dans les colonnes, d'accord. Je veux rapidement me tourner vers Brice Nietzsche. Lorsque Alain Jules dit que le capitaine Guérandi voulait... Brice est avec nous? Est-ce que Brice est avec nous? Ou même Jean Bosco, voilà. Lorsque Brice est avec nous, lorsque Alain Jules dit que le capitaine Guérandi voulait se donner une posture de le meilleur opposant, je ne sais pas si c'est le terme exact, mieux que tous les autres, qu'est-ce que ça, du moins, quelle est votre réaction par rapport à ça? C'est à moi? Oui. Ok, écoutez, je vais d'abord dire que
Vous avez cité tout à l'heure un certain nombre de journaux, c'est-à-dire la Nouvelle, l'Aurore, la Météo et Jean-Jules qui est sur le plateau. Toute cette chaîne est liée par un cordon ombilical qui remonte à une seule personne, à Paul Biya. Et l'essentiel de cette communication, c'est de brouiller, c'est de noyer la gravité de la situation. Vous voyez, il y a la Nouvelle qui donne une information, il y a la Météo qui donne une autre, il y a Jean-Jules qui donne une autre information. Et Alain Jules, s'il vous plaît, Alain Jules qui donne une autre information. Et l'objectif final de toute cette manœuvre-là, n'est-ce pas, c'est de noyer la gravité de ce qui s'est passé, la gravité du crime qui a été commis par les agents de M. Biya. Et nous voulons leur dire que ça ne peut pas passer. Les Camerounais sont assez mûrs pour connaître où se trouve la vérité. Vous ne pouvez pas avoir enlevé un compatriote sous prétexte qu'il veut fomenter un coup d'État, l'assassiner comme si le Cameroun n'était pas un État de droit, et vous permettre de raconter, de balancer des rumeurs pour, n'est-ce pas, détourner l'attention de l'opinion publique camerounaise sur ce qui s'est passé. Ça ne marchera pas. Maintenant, pour répondre à votre question concernant justement Jean-Jules. Guérandi n'a jamais prétendu, Alain Jules, s'il vous plaît, Guérandi n'a jamais prétendu. On perd Brice, mais je pense qu'il était sur le point de Guérandi n'a jamais prétendu. Il est revenu. Oui, Brice, vous disiez que Guérandi n'a jamais prétendu. J'ai eu quelques petits soucis techniques. Alors, ce que je voulais dire, c'est que Guérandi n'a jamais prétendu être le plus grand opposant au Cameroun. Il apporte sa contribution, comme nous tous, comme chacun, ici, pour l'avènement d'une société démocratique au Cameroun, et il utilise les moyens qui sont légitimes. Guérandi n'a jamais dit quelque part qu'il était le plus gros opposant, comme le prétend Alain Jules. Ce qu'il dit, c'est qu'il estime qu'on ne peut pas changer le régime criminel qui est au Cameroun aujourd'hui par la voie des urnes. Et je voudrais qu'on me prouve le contraire. Guérandi dit qu'il faut une insurrection populaire armée pour renverser Biya. Et nous savons très bien qu'il n'y a pas un autre moyen pour le faire que celui que propose M. Guérandi. Donc, si dire qu'il faut une insurrection populaire armée pour renverser Biya, c'est se présenter comme le plus grand opposant camerounais, je crois que Alain Jules se trompe. Vous me donnez une perche là pour faire un peu la passerelle avec l'un des premiers axes de notre discussion. Le capitaine Guérandi a été l'un des instigateurs aujourd'hui, parce que l'un des survivants, de la tentative de putsch de 1994. En 2009, il apparaît sur la place publique sous les habits d'un politique, d'un homme politique avec des idées, une idéologie, un projet de société qu'il appelait la transition systémique. Est-ce le passage de l'homme, du soldat à l'homme politique qui pose problème, qui fait qu'on le cantonne à ce rôle de militaire? Je me tourne vers Zogo peut-être. Merci de me donner à nouveau l'opportunité de pouvoir apporter un certain nombre d'éclairages. Avant d'aborder votre question, j'aimerais mettre au point, au clair, un certain nombre de faits que je juge diffamatoires des propos tenus par mon frère et compatriote Alain Jules. Voilà. Le capitaine Guérandi, comme tout Camerounais, déjà, je vais vous apporter ma petite expérience en tant qu'ancien haut responsable de la sécurité au Cameroun. Voilà. Comment fonctionnent nos services secrets? Nous avons deux catégories de services au Cameroun. Il y a ce qu'on appelle les services généraux rattachés à la délégation générale à la sûreté. Et puis, bien évidemment, il y a ce qu'il est convenu d'appeler désormais la direction générale de la recherche extérieure. Voilà. La direction générale de la recherche extérieure, qui est une espèce de melting pot composé de civils, gendarmes, policiers et militaires, est spécialisée dans ce que nous appelons dans notre jargon l'espionnage. Voilà. Alors que les autres services spécialisés relevant de la police
sont spécialisés dans le contre-espionnage. Pour faire simple, pour ne pas perdre nos auditeurs, la DST et les renseignements généraux qui sont rattachés à la Délégation générale à la sécurité nationale opèrent sur le territoire national et sont chargés de surveiller les étrangers qui tentent de rentrer et de mener des activités à la limite déstabilisatrices contre l'État du Cameroun. Maintenant, la DGRE, comme son nom l'indique, est chargée de l'espionnage, c'est-à-dire son champ d'action s'étend à l'étranger. Oui. La DGRE n'agit pas à l'intérieur du territoire camerounais. Il faudrait que nos auditeurs soient édifiés dessus. Et bien évidemment, comme son nom l'indique, c'est un service secret qui fonctionne sur la base de ce qu'on appelle le cloisonnement. La DGRE rend directement compte au chef de l'État et n'est sous la tutelle d'aucun ministre, fût-il le ministre de la Défense ou le délégué général à la Sécurité nationale. Ça, c'est des clarifications qu'il fallait apporter. Voilà. Excusez-moi de vous interrompre, juste une précision. Vous dites que la DGRE ne rend compte qu'au chef de l'État? Absolument, absolument. La DGRE est un service spécialisé placé sous l'autorité directe du chef de l'État. Okay. Donc, le directeur de la recherche extérieure est une personnalité très importante dans le dispositif sécuritaire du Cameroun. Je le dis parce que j'ai des camarades qui ont été affectés là-bas, qui ne relèvent plus de la Délégation générale à la sécurité nationale, pour ceux qui viennent de la police, et pour ceux qui viennent de l'armée, ils ne relèvent plus de l'autorité du ministre de la Défense. Voilà. Okay. Ça, il faut le préciser, c'est comme ça dans le statut spécial de la DGRE, qui n'est pas rendu public, mais dont nous, officiers supérieurs, avions pu en prendre connaissance. Voilà. C'est un service. Permettez, qu'est-ce que vous trouviez diffamatoire dans les propos d'Alain Jules? Ce que je trouve diffamatoire, c'est cet humour sarcastique et à la limite puéril et infantile d'Alain Jules. C'est vrai, il est dans son rôle, celui de faire dans la diversion. Nous les connaissons. Je suis un ancien de la sécurité. Loin de moi l'intention de pouvoir porter quelques accusations que ce soit vis-à-vis de mon frère Alain Jules que j'aime bien. Mais il y a des alliés objectifs. Je dis bien, des alliés objectifs et inconscients de la dictature en place et qui sont là pour s'aimer ce que j'appelle ici le doute, la division et faire douter un certain nombre de personnalités engagées dans cette longue et difficile marche vers l'édification d'un état de droit au Cameroun. Lorsque mon ami Alain Jules tient des propos aussi grotesques vis-à-vis de quelqu'un qui est considéré comme un mythe au Cameroun, le capitaine et docteur Guérandi, en le caricaturant et en le présentant comme un fanfaron qui se fait passer pour le plus grand opposant à Biya, alors que la lutte c'est au Cameroun. Je vais rappeler à mon ami Alain Jules que Thabo Mbeki était un homme de la diaspora qui a accédé au pouvoir. Des exemples sont légion. Le général de Gaulle est parti de Londres pour conquérir le pouvoir. Ce qui pense que la lutte ce n'est qu'au Cameroun. Je vais vous apporter une petite précision, si les auditeurs le permettent. Oui, je connais rapidement pour laisser les autres. Allez-y. Voilà, je connais particulièrement le chairman John Frunzi. Et ça, je le dis ici en direct. Il peut user des voies de droit qui sont reconnues dans un état de droit. J'ai officié à Bamenda comme commissaire adjoint au commissaire central de la ville de Bamenda. Vous savez, le chairman John Frunzi était ce qu'on appelle dans notre jargon un honorable correspondant. Et pour la petite histoire, lorsque les sécessionnistes du SNC ont formé un gouvernement, comment dirais-je, la clandestin, nous étions à la recherche de la liste de ce gouvernement, et c'est alors que le délégué provincial à la sûreté, le divisionnaire Mbidankili, a passé un coup de fil au chairman John Frunzi, qui est passé nous remettre, ça je le dis pour qu'Alain Jules le suive, nous remettre cette liste au service de la délégation provinciale de la sécurité nationale de Bamenda. Il nous a remis cette liste, il était un honorable correspondant. Toute information qu'on voulait sur des révolutionnaires
sur des Camerounais menant une lutte acharnée contre la dictature. Le chairman nous passait ces informations-là. Donc, il parle de ce qu'il ne sait pas. Donc, pour faire bref et permettre à d'autres de parler, Guérandi était loin d'être un imposteur. Comme l'a dit Brice Nietzsche, Guérandi était un Camerounais, ou tout au moins c'est un Camerounais. Jusqu'à présent, moi, je continue à croire que le capitaine Guérandi est vivant, parce que c'est quelqu'un que je connais. Jamais le capitaine Guérandi ne se serait allé, ne se serait laissé prendre à un piège aussi grotesque, se rendre à une livraison d'armes. C'est quelqu'un que je connais particulièrement. Il ne passait pas 2 minutes quelque part. Même avec nous, ses compagnons de lutte. Et ça, Brice Nietzsche peut le témoigner. Le dernier mail que j'ai eu de Guérandi date du 18 janvier 2013. Je ne vais pas vous révéler le contenu, mais je peux vous apporter la preuve. Maintenant, sur cet épilogue de Guérandi, il y a Agnès qui mène une enquête. Ce que je trouve assez bizarre, c'est le silence du régime de Yaoundé avec son perroquet, que vous connaissez bien, l'ancien putschiste, Issa Chirouma Bakari. Et de l'autre côté, la famille du capitaine Guérandi aussi, qui ne réagit pas. Donc, tout porte à croire qu'il y a quelque chose d'ambigu dans cette désormais célèbre histoire de Guérandi. D'accord. On va revenir sur la réaction de la famille éventuellement, je dis bien éventuellement, mais surtout la réaction du gouvernement. Doit-il ou pas réagir? Je vais me tourner vers Jean Bosco Tagnon. Lorsque vous invitez le capitaine Guérandi à la Camdiac à Washington en 2010, vous invitez le soldat de 1984 ou vous invitez un homme politique? Je peux vous dire que c'était les deux. J'espère que vous allez me donner au moins 2 minutes comme vous l'avez fait avec les autres parce que je me sens un peu mis à l'écart. Je ne peux pas vous mettre à l'écart, vous le savez. Dans la lettre que nous avons envoyée et les discussions que nous avons eues, parce que nous avons discuté avec le capitaine Guérandi pendant des mois, voire des années, pour pouvoir déjà même le convaincre de venir à Washington et de prendre part à la convention de la Camdiac et être part de la lutte et non être complètement en retrait, parce que je peux vous dire que le capitaine Guérandi avait dans sa tête une différente voie que la nôtre de la lutte. Premièrement, il ne voulait pas beaucoup s'associer, comme l'a confirmé. Je ne voudrais pas, sans vous couper, j'ai toujours envie de comprendre pourquoi certains participants utilisent le passé. Je ne comprends pas encore. On n'a aucune confirmation de la mort du docteur Guérandi Mbara à Goulongo. Je ne comprends pas pourquoi on utilise le passé. J'ai juste une petite interpellation. Ok. Elle est prise en note. Alors, Jean Bosco. Bon, donc, le capitaine Guérandi, donc, justement, avait à l'époque une certaine qualité de la lutte dans sa tête et nous l'avons convaincu à joindre les compatriotes de l'intérieur comme de l'extérieur pour pouvoir mener cette lutte-là ensemble. Et cela nous a permis de lui poser une question que je vais vous la lire directement ici. Dear Dr. Guérandi, in your case, we will wish that you focus mainly on the following question in developing your speech for the convention. Tell us what you think can be done to change the actual system from what you learned from the failed attempt coup of 1984 and all these years in exile touring the planet. Being part of the convention of the Cameroonian diaspora, what do you think the diaspora can bring into the fight based on your experience? Ça, c'est juste une petite question que nous avons posée, que le capitaine Guérandi a développée et nous avons l'article que vous avez lu et que nous pouvons vous l'envoyer comme l'intervention du docteur Guérandi à la convention de la Camdiac. Mais permettez-moi, s'il vous plaît, de revenir sur le débat. Aujourd'hui, là, nous sommes en train de parler du capitaine Guérandi. Et nous, au niveau de la Camdiac, pensons sérieusement qu'il y a quelque chose de très grave qui serait arrivé au capitaine Guérandi. Contrairement, je n'ai pas envie de nommer les uns les autres ici parce que pour moi, c'est donner beaucoup d'honneur à ce qui pour moi ne vaut vraiment pas la peine. Soit, si le capitaine Guérandi a été enlevé et tué par le gouvernement de Biya, nous voulons être au courant et faire son deuil. S'il n'a pas été enlevé et il est en prison, nous voulons le savoir et faire que l'opinion internationale et les droits de l'homme puissent intervenir, car nous voulons avoir une clarité dans notre tête par rapport à ça. Et je voudrais également dire que
pour moi, il est anodin. Et c'est même un problème de comparer un journal comme Aurore Plus à Jeune Afrique et à RFI, qui furent les premiers à publier ces informations. Et ces deux organes de presse, je crois, et vous le savez, sont sur le plan international depuis plusieurs années et ont justement fait leurs preuves, même comme si nous savons très bien ou également qu'ils sont parfois achetés et peuvent dire des choses qui sont soit vraies ou ne pas être vraies. Ben. En prenant donc ces deux éléments, ces deux journaux, nous tendons à croire à ce que Jeune Afrique et RFI ont amené sur la place publique et souhaiterons que quelqu'un comme Chiroma, avec qui nous avons travaillé, qui était plus rude, qui a insulté bien même plus que le capitaine Guérandi, qui l'a dit à tout le monde qu'il était là, il cherchait le pouvoir, il était le leader de l'opposition, n'a jusqu'à ce jour même pas dit un mot. Et nous le connaissons. Nous savons qu'avec des choses pareilles, Chiroma sera le premier, même avant Alain Jules, de prendre le micro et être sur les ondes partout à l'international pour démentir Jeune Afrique et démentir RFI. Ça n'a pas été fait depuis le 22 septembre et nous devons vraiment nous inquiéter par rapport à ça. Alors, si nous, à la Camdia, qui avons la communication de Guérandi, n'avons échangé avec lui la dernière fois que le 6 janvier 2013, le capitaine Guérandi avec qui j'ai mangé, le capitaine Guérandi avec qui j'ai échangé, le capitaine Guérandi avec qui j'ai dormi, n'est pas un homme qui va se permettre de s'isoler, de disparaître pendant plus d'1 an parce qu'il veut l'opinion nationale et internationale de faire de lui le meilleur opposant de M. Paul Biya. Et une fois de plus, s'il vous plaît, ne prenons pas ça pour de la blague. Nous tous, qui, même dans nos chambres, sur nos écrans, tapons le nom Biya et demandons qu'il n'y a, et disons qu'il n'y a qu'une seule révolution pour chasser Biya au pouvoir, sommes des targets. Targets au niveau de la DGS, comme monsieur, le commissaire Zogo l'a expliqué tout à l'heure, même au sein de nos familles. Que ce soit Nietzsche, moi, Zogo, et n'importe qui essaye de dire ces choses-là, ils sont infiltrés même dans leur famille. J'ai toute une famille à la banlieue de l'OL ici aujourd'hui, que nous avons toutes les informations. Ils sont prêts à nous descendre. Donc, s'il vous plaît, monsieur le journaliste, il faut que les Camerounais le sachent. Il faut que toute opposition à l'extérieur le sache. Il n'y a qu'une révolution pour faire partie M. Biya. Que ce soit une révolution populaire par les Camerounais, comme les Aïrois l'ont fait en prenant, en ajoutant à cela les armes pour envahir et prendre Kinshasa, on peut aller dans beaucoup d'autres capitales. Nous, les Camerounais, avons l'obligation de nous lever comme un seul homme. Et si nous pouvons même prendre les armes de l'extérieur pour ajouter à cela, pour faire partie de M. Biya, ce n'est plus que ce qu'il nous reste. M. Biya est prêt à tuer n'importe qui, même ses propres enfants, pour rester au pouvoir au Cameroun. Vous l'avez dit, Jean Bosco. Jean Bosco. Une seule seconde, même si M. Alain Jules, qui se permet d'insulter les grands leaders de l'opposition camerounaise et de la diaspora aujourd'hui, se met de l'autre côté et dit, M. Biya, vous devez partir, qu'il soit sûr, sa tête partira. Ok, merci Jean Bosco. Quelqu'un qui dit que le pouvoir de Paul Biya ne peut tomber que par une insurrection populaire armée et qui rencontre un marchand d'armes avec qui il est en train de vouloir acheter des armes, qui dit qu'il a 2000 hommes quelque part prêts à combattre et à descendre sur Yaoundé. Est-ce que vous pensez qu'une personne comme telle, si jamais le gouvernement met la main sur cette personne, il revient à ce gouvernement de communiquer en disant nous avons mis de côté, nous avons attrapé M. Guérandi, alors que voilà, c'est quelqu'un qu'on voulait faire taire. Je me tourne vers Brice Nietzsche. Écoutez, nous sommes supposés être dans un état de droit. J'ai entendu dire par mon ami Alain Jules que la raison d'État est la cause, si vous voulez, la raison évoquée pour enlever et assassiner Guérandi. Et il faut maintenant chercher à savoir
qu'est-ce que la raison d'État? Est-ce qu'un État a le droit? Est-ce qu'un pouvoir a le droit d'enlever un... Il va nous revenir, il était en train d'expliquer justement sur la raison d'État. Il vous interpellait Alain Jules. Oui, Tant qu'il revient, allez-y. C'est vrai la que... raison d'État justifie qu'on l'enlève. Quand j'écoute les frères... Attendez, Brice est revenu. Brice est revenu. Oui, j'ai quelques petits soucis techniques. Écoutez, regardez qu'est-ce que c'est que la raison d'État. Tout le monde peut utiliser la raison d'État pour arrêter n'importe qui et faire n'importe quoi. Et il faut déjà savoir qui applique la raison d'État. Nous sommes au Cameroun dans un pays où, en 1982, M. Biya prend le pouvoir par la grâce d'une chirurgie constitutionnelle. C'est-à-dire que le pouvoir n'a pas été élu. En 1992, Biya reste au pouvoir grâce aux fraudes que tout le monde connaît. Et jusqu'à aujourd'hui, M. Biya ne s'est accroché au pouvoir que par les fraudes. Alors, lors des dernières élections, il y a eu 70% des Camerounais qui ne sont pas allés voter. 70% selon les chiffres même de l'administration territoriale au Cameroun. Ça veut dire qu'il y a 70% des Camerounais qui ne croient pas à Paul Biya. Alors, dans ces conditions, M. Biya ne peut pas prétendre parler au nom du peuple camerounais. De quelle raison d'État il peut se prévaloir pour arrêter pour faire enlever un citoyen et aller le faire assassiner? Donc, si l'on considère qu'un État, au nom de la raison d'État, peut se permettre d'enlever un citoyen, un État dans lequel il y a de la justice, il y a un système judiciaire qui existe, nous pensons que si Guérandi avait été arrêté dans les conditions où il a été arrêté, et nous croyons qu'il a été arrêté dans des conditions, M. Biya, au lieu d'aller le faire assassiner, aurait dû... Je me tourne rapidement, Agnès, s'il y a quelque chose à dire, vraiment n'hésitez pas. Rapidement, le commissaire Zogonou dit que la DGRE ne rend compte qu'au chef de l'État. En 1984, quelqu'un, capitaine de son État, tente un coup d'État. Coup d'État, ça veut dire qu'à la limite, il va prendre Biya ou le tuer ou le mettre en prison. En 2014, on finit par mettre la main sur cette personne qui, tout le long de ce temps, n'a cessé de dire qu'il veut toujours mettre Biya hors d'état de nuire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le gouvernement, en l'occurrence par son porte-parole, il revient à Chiroma de communiquer là-dessus, alors que peut-être lui-même ne sait rien, puisque vous nous dites que la DGRE ne dépend que du chef de l'État? Est-ce que ma question est claire? Oui, enfin, je ne sais pas à qui vous posez la question. À vous tous. D'accord, ok. Moi, écoutez, ce que je voulais dire, c'est que Jeune Afrique a publié les articles moins graves que celui concernant Guérandi, et le perroquet du gouvernement est sorti immédiatement pour démentir. Nous avons des cas, des preuves de démenti de la part du gouvernement camerounais, du ministre de l'Information ou de la Communication, je ne sais pas comment il s'appelle encore, qui, toujours pour le même journal, a apporté un démenti formel pour des articles qui remettaient en cause le pouvoir de Paul Biya. Comment se fait-il que pour un cas aussi grave, qui a le potentiel de déstabiliser le Cameroun, jusqu'à présent le gouvernement camerounais n'ait rien dit? Ça, c'est la mission. Parce que peut-être ce gouvernement, permettez-moi, peut-être parce que ce gouvernement, en l'occurrence son porte-parole, ne sait rien de cette histoire, puisque là, le commissaire Zogonou dit, ben, finalement, la DGRE n'est pas que le chef de l'État. Bien sûr, et ça, si vous voulez, ça rejoint exactement ce que nous disons et que nous pensons de ce régime. Est-ce seulement au Cameroun que la DGRE dépend du chef de l'État? Je m'adresse à le commissaire Zogo. J'ai l'impression qu'il n'est pas avec nous. Est-ce que... Si, je suis avec vous. Je suis bien avec vous. J'essaie juste de respecter les temps de prise de parole et j'attends. J'essaie de, si vous avez observé, j'essaie quand même qu'on aille un peu, qu'on soit un peu plus dynamique, qu'on essaie de parler, même si on peut s'arrêter. Oui, écoutez, donnez-moi une seconde pour que je finisse ce que je disais, Cyril. Ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que pour des cas moins graves que ça, le gouvernement camerounais a communiqué. Et quand vous parlez justement
de Issa Chiroma qui pourrait ne pas être informé de ce qui s'est passé. C'est justement ce que nous pensons de ces régimes. Un pouvoir qui fonctionne par cloisonnement, où le ministre de la Communication est incapable de savoir ce qui se passe dans le pays, est incapable de savoir ce que les services de renseignement font, est incapable de communiquer sur les actions menées par le gouvernement. C'est ce que nous pensons de ces régimes-là, et c'est justement pour ces raisons que nous pensons que ces régimes-là ont par tous les moyens. Voilà, avec votre permission, Cyril, je vais essayer de prendre la parole pour apporter à nouveau ma modeste contribution à ce débat, si vous permettez bien. Allez-y. D'accord. Voilà, il va falloir procéder à une explication des textes. Lorsque je dis que la DGRE est sous l'autorité directe et exclusive du chef de l'État, cela ne veut pas dire que la DGRE est une zone de non-droit. C'est-à-dire que c'est pour éviter des fuites et garantir le succès d'un certain nombre d'opérations qu'on limite ce que j'appellerais ici la chaîne de décision au niveau de la DGRE. Bien évidemment, dans un état de droit, les statuts de la DGRE, je les connais. Nulle part, il n'est question de kidnapping et d'enlèvement dans le statut spécial de la DGRE. Étant entendu que le Cameroun est supposé être un état de droit, que prévoient les procédures au niveau de la DGRE? La DGRE dispose d'un certain nombre d'instruments lui permettant d'écouter en amont et en aval, de prévenir en fait le chef d'État. C'est un outil de prévention, ce n'est pas un outil, comment dirais-je, de massacre ou de tuerie. Ils sont chargés de recueillir un certain nombre de faits et d'informations susceptibles de permettre au chef de l'État de prendre des mesures préventives. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Oui, mais, commissaire Zogo, je crois que il faut arrêter avec l'hypocrisie. Hein. C'est-à-dire que soyons des gens honnêtes. Cyril, je n'ai pas terminé mon propos qu'Alain Jules me coupe de manière Alain Jules, à la limite désobligeante. Je crois qu'on est des gens civils. Je dis qu'il faut arrêter avec l'hypocrisie parce que... Il me laisse jusqu'au bout. S'il vous plaît, Alain Jules. Les gens du RDPC ne laissent jamais les gens parler. Hein. Alain Jules, je ne suis encarté nulle part. Non, Alain Jules, je comprends. Je veux qu'on débatte. Est-ce que Alain Jules peut aller jusqu'au terme de mon propos? Allez à un certain nombre de contradictions. D'accord, laissez-le terminer alors. Allez-y. D'accord. Encore une fois, je vais inviter mon frère Alain Jules à ne pas perdre ses nerfs. Nous ne sommes pas dans une querelle de chiffonnier. Je sais qu'il est quelqu'un d'assez intelligent et nous n'allons pas transformer ce débat en débat de chiffonnier. Ce n'est pas ma conception de la politique. Je respecte les Camerounais qui nous écoutent, des millions. Moi, je suis quelqu'un de sérieux et je n'aime pas ridiculiser les gens. Voilà. Il faut éviter d'avoir des réactions prime sautée. Alain Jules, je vous connais, vous êtes un gentleman, quelqu'un d'assez courtois et de civilisé. Voilà, ça c'était une mise au point. Je termine donc mon propos en disant ceci, et je le réitère, la DGRE a ce qu'on appelle des textes organiques, des textes fixant son fonctionnement et son organisation. Lorsqu'un individu, lorsque pèse sur un individu des soupçons d'atteinte à la sûreté de l'État, puisque c'est de ça qu'il s'agit, il faut appeler le chien par son nom. Le chef de l'État est informé et il dispose d'un certain nombre, comment dirais-je, de leviers pour agir. Peut-être M. Alain Jules ignore qu'il y a Interpol, où on lance des mandats d'arrêt pour interpeller des gens impliqués dans des activités délictueuses. Et peut-être M. Alain Jules oublie que le capitaine Guérandi a bénéficié en 1990 d'une loi d'amnistie lorsqu'il parlait d'un putschiste. Voilà. Personne ne me contredira ici qu'il a bénéficié dans le cadre d'une loi d'amnistie publiée en 1990, de cette fameuse amnistie. Et lui qui est journaliste est censé nous expliquer ce que veut dire l'amnistie. Bon, lorsqu'un État procède au kidnapping et à l'enlèvement d'un de ses citoyens, ce n'est pas reconnu par les statuts de la DGRE. La DGRE, qui a un certain nombre d'informations, monte un dossier en béton, le transmet au chef de l'État qui va saisir des institutions reconnues pour ce genre d'affaires.
Je vais vous citer Interpol. Si le président Biya pense qu'il dispose d'un certain nombre d'indices assez concordants faisant état d'une déstabilisation du Cameroun par le capitaine Guérandi, il va mettre en branle ces mécanismes pour pouvoir faire triompher le droit et présenter des preuves. Interpol interpellera le capitaine Guérandi. En matière d'asile, pour terminer, je suis un réfugié politique. Peut-être Alain Zul ne le sait pas. Nous sommes tenus, et je peux lui rappeler cet article, dans notre pays d'accueil, à ne jamais tenter de mener des activités déstabilisatrices vis-à-vis de nos États d'origine. Et si jamais nous nous aventurions à le faire, l'État d'accueil nous rappelle à l'ordre. Ça fait partie de la Convention de Genève, de nos obligations. Donc, je vais m'arrêter à ce niveau pour permettre je voudrais quand même à Alain Jules de pouvoir défendre sa position. Avant Alain Jules, on va laisser Agnès parler. Alain Jules, s'il vous plaît. Je voudrais quand même rappeler que j'ai l'impression que beaucoup de personnes ne saisissent pas un petit peu l'homme. Nous sommes en train de parler du docteur Guérandi et malheureusement, l'étiquette du putschiste ne va jamais disparaître comme ça parce qu'on continue de l'appeler le capitaine Guérandi. Moi, je préfère l'appeler le docteur Guérandi Bara. Et en dehors du rappel que nous a fait M. Zogo tout à l'heure, il a bénéficié d'une amnistie, mais le pouvoir, le régime Biya ne lui a jamais lâché la basket et n'a jamais, M. Biya en réalité n'a jamais avalé la pilule. Et je ne suis pas certaine qu'il sera prêt, il est prêt à digérer cette pilule. Donc, il a envoyé plusieurs émissaires rencontrer le docteur Guérandi Mara. Mais le docteur Guérandi Mara refuse de collaborer avec le régime en place. Vous pensez, il y a eu plusieurs occasions où il aurait pu être éliminé. Il y a eu plus d'une tentative d'élimination du docteur Guérandi Mara, ce que les gens ne savent pas. Beaucoup de personnes ne savent pas, je dis bien plus d'une tentative. Après qu'il ait bénéficié de l'amnistie, même dans son exil, il a bien entendu non seulement rencontré les émissaires de M. Biya, mais il a été victime de plusieurs autres tentatives d'élimination. Donc, il faut bien qu'on soit clair là, sur ce fait. Maintenant, qu'on dise que le docteur Guérandi préparait un autre coup pour... Les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent raconter. Mais ce que moi, je retiens de l'homme, ce que je sais de l'homme, c'est comme on l'a dit à la une du journal Le Septentrion, dans son édition numéro 12, Guérandi Mbara, c'est l'autre combat. Je ne connais pas le Guérandi à la mitraillette. Je connais le Guérandi armé d'un stylo. Je connais l'homme politique qui voudrait, qui apporte de nouvelles idées avec peut-être les mêmes objectifs. Changer ce qui se passe au Cameroun, changer le Cameroun ou alors améliorer les conditions. Il est imbattable, on va dire. On l'a suffisamment dit sur les questions géopolitiques, intégration, la sécurité, tout ce que vous imaginez. Mais c'est un monsieur suffisamment armé. Mais ce que je refuse d'accepter, c'est qu'il n'est pas armé d'une mitraillette, il est armé d'idées. Merci Agnès pour cette précision. Avant, je vais donner la parole à Alain Jules pour parler de ce qu'il souhaitait d'arrêter l'hypocrisie, mais permettez quand même, Agnès Aïlé, que vous dites que vous connaissez le Guérandi à la plume et non pas celui à la mitraillette. Est-ce que vous pouvez comprendre et admettre qu'il y en ait qui, eux, ne connaissent que le Guérandi de 1984 à la mitraillette, entre guillemets, et n'en démordent pas, ce qui explique peut-être... C'est simplement mal le connaître, c'est simplement mal connaître les combats de l'homme. Je dis, c'est mal connaître la personne. Le combat, les objectifs à atteindre dans ce combat n'ont jamais changé. Il se retrouve, je dis... depuis 84, depuis le 6 avril 84, lorsque vous lisez le discours du mouvement JOS, les mêmes objectifs à atteindre restent
ça n'a jamais changé. Est-ce que vous avez... Je suis d'accord avec vous. Est-ce que vous avez lu le discours du 6 avril? Ce que le mouvement JOS dénonçait en 1984, nous parlons de 30 années après, reste identique. Oui. Est-ce que quelqu'un peut me démentir qu'il y a une seule chose qui a changé dans ce que le mouvement JOS dénonçait en 84? Je ne crois pas. Maintenant, si le changement, je vais mettre ça entre guillemets, le changement par les armes n'a pas abouti, ben, il faut trouver d'autres moyens. Et selon, à mon avis, je peux me tromper, et je m'excuse si je me trompe, je n'ai pas cette image du docteur Guérandi Bara à la mitraillette. D'accord, vous n'avez pas cette image, Agnès Saïlé. Alain Jules, tel qu'il le dessine, c'est mal connaître l'homme. Si vous avez réellement lu les articles de Le Septentrion Info, c'est très mal connaître l'homme. Agnès Saïlé, comment dire ça? Moi, simple Camerounais, je ne connais pas l'homme. J'ai l'image du capitaine Guérandi, donc Guérandi à la mitraillette. Aujourd'hui, il est passé docteur Guérandi, c'est-à-dire l'homme à la plume, mais je découvre qu'il est en train d'aller rencontrer un marchand d'armes pour acheter des armes, pour venir encore déstabiliser mon pouvoir. Finalement, ma DGRE met la main sur lui, on le ramène au Cameroun, même si ça reste toujours illégitime. Aujourd'hui, le ministre de la Communication, le porte-parole du gouvernement, ne parle peut-être pas parce qu'on est encore dans ce qu'on appelle, je parle sous le contrôle d'un policier, pas un gardien de la paix, mais d'un commissaire, on est en train de faire ce qu'on appelle l'exploitation. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble plausible? Je pose la question à tous. Oui, je vais essayer d'intervenir là, juste un point. Sur cette question, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, suivez très bien ce que Agnès vient de dire. Agnès vient de vous dire qu'en 84, le capitaine Guérandi a porté les armes pour changer le Cameroun. Ça n'a pas marché. Oui. Le capitaine Guérandi quitte le Cameroun, s'installe quelque part et devient le docteur Guérandi. Ça veut dire que là maintenant, ce n'est plus l'homme en armes, mais c'est aussi l'homme intellectuel qui vous parle, le docteur Guérandi. Et il parle en tant qu'intellectuel pour essayer d'apporter sa contribution pour le changement du Cameroun. Je vous ramène, s'il vous plaît, à relire ce que le capitaine Guérandi a présenté à la convention de la Camdiac en 2010. Il disait ceci, un boulet. Il parlait de l'insécurité et de l'exil politique de la diaspora camerounaise. S'il vous plaît, je vais vous envoyer des copies de cela. Jean-Bosco, excusez-moi, vous ne répondez pas à ma question. Vous dites bien en 84, il a pris les armes. Permettez-moi, vous dites en 84, allez-y. Oui, j'y arrive, monsieur le journaliste. Jean-Bosco, est-ce que vous permettez que je réponde à Cyril, s'il vous plaît? Vous permettez? Oui, non, s'il vous plaît, laissez-moi conclure. Une seule seconde que je conclue. Cyril. La parole après. Hein. Oui. Cyril, c'est-à-dire que parti de prendre les armes en 84, être intellectuel avec un doctorat et réfléchissant sur le même sujet, nous permet, nous de la diaspora, de dire que le capitaine Guérandi, comme l'a si bien dit Agnès, était bien outillé pour continuer avec le combat qui est unique, c'est-à-dire que faire partie de la tête de notre beau pays, ce démon que Dieu nous a punis avec. Et pour nous, quel que soit ce que nous pouvons utiliser pour le faire partie de la tête de notre pays, nous le ferons. Ce n'est plus la peur qui peut nous amener à ne pas le faire. La peur a changé de camp. S'il vous plaît. Et sur ce point, laissez que je vous le dise. Si M. Bia, avec sa clique, voulait vraiment que M. Guérandi, comme vous l'avez si bien dit, avait 2000 hommes et avait beaucoup d'argent pour acheter les armes, pour venir déstabiliser encore, comme vous l'avez dit, votre pays, il y a beaucoup d'éléments internationaux qu'il pouvait utiliser pour aller contre M. Guérandi au lieu de se permettre, avec leur DGRET comme ça,
aussi bien que M. Guérandi qui a refusé de collaborer avec eux, nous l'avons fait. Je ne peux pas vous donner le nombre de personnes qu'ils ont envoyé nous rencontrer, aussi bien au niveau de la CAMDIA qu'au niveau personnel, pour que nous on puisse les joindre pour des inutilités. Monsieur Alain Jules, je suis un professeur d'université, je vis de ce que je gagne, je n'ai pas besoin que monsieur Bia me donne quelque chose pour que je puisse entrer dans son gouvernement et faire quoi que ce soit. C'est clair avec... que vous êtes sur un autre débat. Il y a une seule chose que nous avons besoin de faire. Jean Bosco, je suis obligé. Non, je conclue. Je peux intervenir, Cyril, ou pas? Oui, tu vas intervenir, Alain Jules. Je veux qu'on reste vraiment correct entre nous. Une seconde. Ok. Monsieur Bia peut tuer 1 million de Guérandi. Il y aura 1 milliard de Guérandi qui vont naître chaque jour. Et l'objectif est unique. Monsieur Bia, le commissaire est là. Un nouveau Guérandi. Voilà. D'accord. Alain Jules. Parce qu'il faut que je donne la parole à Brice Nietzsche aussi, mais Alain Jules, on vous a beaucoup interpellé. À un moment, vous avez voulu intervenir pour parler de l'hypocrisie. C'était quoi votre... Voilà. Alors, justement, je commençais par le commissaire. L'hypocrisie, justement, par rapport à ce débat-là, très passionné et pour rien. Mais intéressant. Très intéressant, ça c'est sûr. Mon problème avec Guérandi, je veux dire... ça s'arrête en 1984. Point barre. Le reste ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que à partir du moment où un homme qui se dit camerounais, qui se dit patriote, prend les armes en 1984, il faut bien le retenir, M. Biya, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, en disant que je suis un de ses partisans, il n'en est rien. Mais avec quoi pour qu'on cherche à lui faire un coup d'État? Ça, c'est la première question que je vais poser à tous les interlocuteurs qui sont là. Oh, ils étaient des visionnaires. Si le coup d'État le Cameroun ne serait pas là où il est aujourd'hui. Il faut avoir une raison valable pour faire un coup d'État. Or, j'estime, je ne dis pas que j'ai raison, j'estime qu'en 1984, à partir du moment où le pouvoir il l'obtient sur le plan constitutionnel, et il faut bien le préciser, et beaucoup de gens le savent d'ailleurs, en 1984, ce n'est pas le président Biya qui constitue le gouvernement. Le gouvernement est constitué par M. Amadou Ahidjo. Il faut le savoir et il faut le dire aux Camerounais. Donc, le monsieur, il est au pouvoir, il a ce même gouvernement-là, même les gens de la garde républicaine appartiennent encore à l'ancien président, et vous me dites que cet homme-là, il a fait quelque chose, je ne le pense pas. Le Biya d'aujourd'hui est différent. On est d'accord sur ce point-là. Alors, tout à l'heure, le commissaire Zogo parlait de la DGRE qui ne rend compte qu'au président de la République, n'est-ce pas? Alors, c'est aussi simple que ça. Ça veut dire quoi alors d'interpeller M. Issa Chiroma, le ministre de la Communication? Ça n'a aucun sens. C'est une contradiction parmi tant d'autres. Tout à l'heure, quand Agnès parlait, elle a bien précisé qu'effectivement, oui, le Guérandi qu'elle connaît, c'est ce docteur, etc. Je t'entends très bien. J'ai lu son parcours, justement, sur le Septentrion. Je sais que c'est un intellectuel brillant, qui a eu de bonnes idées, mais quand on entend le frangin Brice Nietzsche ou encore le frangin Jean Bosco Tanier qui sont sur le plateau, ben, on se dit, ben, il y a un véritable problème. Pourquoi? Parce que c'est en contradiction totale avec ce que Agnès dit. Donc, il faut mettre au jour l'ambivalence du personnage. Un personnage qui, d'un côté, se réclame de la démocratie et de l'autre, achète des armes. Pour moi, compte tenu du pédigré de ce monsieur... Vous avez quelle preuve qu'il achetait des armes, monsieur Alain Jules? Vous avez quelle preuve? Justement, Jean Bosco. Alain Jules, vous avez quelle preuve? Regardez maintenant ce cas. Jean Bosco. Des armes, même s'il achetait des armes, est-ce une raison de l'arrêter et de le tuer, monsieur Alain Jules? Jean Bosco. L'état de droit. Arrêtons. Jean Bosco. Vous avez quel droit de le tuer? Vous avez quel droit de le tuer, même Jean Bosco.
C'est Jean une Bosco. affirmation gratuite. S'il vous plaît, Alain Jules, une seconde, une seule seconde. Alors, non seulement Jean Bosco, Alain Jules, une Oui. seconde. Je ne veux pas que vous perdiez le fil de votre propos. À tous, s'il vous plaît, depuis le début, on parle tranquillement. La difficulté, moi je suis pour le débat, mais la difficulté, c'est que n'oubliez pas le média sur lequel nous sommes, YouTube, Internet. Parfois, ça bouge beaucoup. C'est pas toujours évident pour les gens de suivre. Donc, soyons passionnés, mais écoutons-nous les uns les autres. Sinon, c'est un peu... et Jean Bosco, fais attention à tes nerfs. Je tiens beaucoup. Il faut suivre, permettez-moi de vous couper. Je tiens beaucoup, mais il faut suivre. Le débat a un fil d'Ariane. Il faut suivre le fil d'Ariane. Je suis désolée, mais lorsque des questions, lorsque certains participants avancent des propos suffisamment graves, il faudrait bien que ces personnes aient Je ne refuse pas le débat. Je ne refuse pas le débat. Quelle est la preuve? Donnez-nous la preuve de ce que le docteur Guérandi Mbara a été en train d'acheter des armes. Il a acheté des armes où? Moi, je reste journaliste, je veux dire. Oui, je reste journaliste. Je peux répondre. Tant que je reste journaliste et tant que je n'ai pas un certain nombre de preuves, je ne saurais avancer. Vous aurez remarqué que depuis la publication de l'article de JA, je ne me prononce pas beaucoup sur la question. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas d'informations à donner. Mais au moins rassurez-vous de ce que vous dites et donnez-nous la preuve de ce que le docteur Guérandi Mbara était en train d'acheter des armes. Merci justement. Une seule seconde. Jean Bosco, laissez Alain Jules terminer et puis après il y a allez-y. Voilà. Alors, je crois que je suis très content de cette réaction-là, notamment d'Agnès tout à l'heure, et surtout de Jean Bosco qui a tendance à s'emballer. À partir du moment où ils sont, je dis bien Jean Bosco, Brice, ils sont les premiers à parler même pas au conditionnel. Ils font abstraction du conditionnel pour nous dire que les informations de Jeune Afrique sont la vérité vraie. Je crois qu'il faut qu'ils assument le fait que moi aussi je puisse dire maintenant que bon, considérant que les informations de Jeune Afrique sont vraies, alors le monsieur est en train d'acheter des armes. Brice a affirmé tout à l'heure que comment un régime peut se permettre d'aller kidnapper quelqu'un et de le tuer, même d'ailleurs le commissaire Zogo. Alors, ça veut dire que vous attestez que Jeune Afrique a fait un travail. Est-ce que vous m'exclure? Oui, écoutez. Non, justement. Oui, Brice, ok. Vous avez exclu Agnès. On va donner. J'ai quelque chose à dire à Alain. Oui. Brice, je termine. Même pas une minute, je termine. Même pas quelques secondes, je termine. Oui. Il n'y a que dans ce débat, Agnès seule qui a la posture prudente, qui n'affirme rien, qui ne fait pas abstraction du conditionnel pour parler du cas Guérandi. Et je l'ai dit au début, j'ai dit que c'était une rumeur. Voilà, je crois que les choses sont claires pour moi. Et je n'ai pas dit que Jeune Afrique avait raison. Jamais. Voilà, et je vais passer la parole à Brice Nietzsche en rappelant que le commissaire Zogo a parlé en attendant que ce que je considère encore comme allégation. Donc lui aussi est resté dans cette posture. Oui, Brice Nietzsche. Moi, je suis dans la posture que Jeune Afrique, qui est un journal il va nous revenir. Il va nous revenir. S'il vous plaît, si je peux aussi sauter là-dessus. Il est là, Brice. Jeune Afrique a fait quoi, Brice? Non, qui est un journal assez sérieux, contrairement aux affirmations de Alain Jules, ne peut pas prendre de balancer une information aussi grave sans avoir pris les mesures pour se rassurer que l'information est réelle. Ce que je voulais dire maintenant, c'est que, à supposer que Guérandi ait acheté des armes, à partir de quel moment un peuple est fondé à renverser un régime qui l'oppresse? À partir de quel moment? Je voudrais rappeler également à Jean Jules que c'est lui qui s'emballe dans les contradictions. Si vous allez sur le mur de Jean Jules, sur le mur de son site, alainjules.com, vous allez voir la photo du guide libyen assassiné, Muammar Kadhafi. Muammar Kadhafi est l'un des plus grands héros de Jean Jules.
Mais Jean-Jules oublie que Kadhafi a pris le pouvoir par les armes. Kadhafi a pris le pouvoir par les armes. Je suis étonné. Pas seulement Kadhafi, Bachar el-Assad. Bachar el-Assad, a pris le pouvoir, son père a pris le pouvoir par les armes. Et ce que a massacré des milliers de Syriens. Excusez, ce que je voulais également dire à Jean-Jules. Il est en France, où il est installé dans un état de droit où il peut insulter Sarkozy, il peut insulter Hollande sans prendre les risques de se faire pionner. Et je voudrais lui rappeler que la France est devenue un état de droit parce qu'il y a eu la révolution. Il y a eu des gens qui ont pris des armes pour renverser une monarchie pour que la France soit ce qu'elle est aujourd'hui. Commissaire Zogo. Voilà, merci de me donner à nouveau l'opportunité de prendre la parole. Vous savez, ça va un peu dans tous les sens. On se connaît dans une auberge. Je suis revenu, je finis en 2 minutes ce que j'étais en train de dire, s'il vous plaît. Je suis revenu. S'il vous plaît, Che, donne-moi 1 minute, Che. Lui s'appelle Che. Vous savez ce que Che Guevara, c'est lui. Donc, ce que je suis en train de dire à Jean, je sais qu'il faut qu'il arrête avec ses contradictions. Il est dans un pays où il peut insulter Sarkozy, il peut insulter Hollande pour les attaques dans tel ou tel autre pays. Mais la France est un pays qui a fait sa révolution. Je voudrais qu'on me donne le nom d'un seul pays sérieux, développé, qui s'est développé sans avoir fait sa révolution. Ça n'existe pas. Les peuples sont en droit, sont fondés de s'organiser pour renverser le pouvoir qui les opprime, qui les oppresse. Et ça, c'est reconnu par le droit international. Donc, ce que je voulais rappeler à Jean-Jules, qu'il faut... Alain Jules. Il faut qu'Alain Jules soit sérieux lorsqu'il condamne les idées ou les actions du capitaine Guérandi ou du docteur Guérandi, et en même temps, en sens, le Kadhafi qui a renversé, qui a pris le pouvoir par les armes, ou Assad qui a pris le pouvoir par les armes et s'accroche encore au pouvoir par les armes aujourd'hui. Donc, Jean, je voudrais que tu nous dises qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Pourquoi est-ce que tu peux supporter Kadhafi qui a renversé un pouvoir par les armes et tu es d'accord contre Guérandi qui a pris les armes en 84 pour renverser le pouvoir de Biya. Donc, dis-nous quelle est la différence. D'accord. Je voudrais, le temps qu'il réfléchisse à la réponse à donner, je voudrais, si vous permettez, recentrer un tout petit peu. Là, on parle vraiment du capitaine docteur Guérandi, de son enlèvement, de sa probable exécution, puisque s'il n'y a pas eu procès, c'est qu'il y a exécution, ou alors de ce qui serait peut-être encore pour le moment en exploitation. Donc c'est vraiment le contexte de l'état de droit, un opposant, et ainsi de suite, qu'on reste là-dessus avant de voir si oui ou non il faut dégager le pouvoir en place. Je reste encore sur je me tourne toujours vers vers le commissaire Zogo, parce que tout à l'heure, vous vouliez intervenir lorsque Alain Jules parlait. Voilà, avant de revenir sur la thématique qui nous préoccupe aujourd'hui, celle relative au probable kidnapping du capitaine et à un éventuel assassinat, je tiens d'abord à dire à mon frère Alain Jules ceci. Le capitaine Guérandi décide, en bon patriote, de prendre ses responsabilités, je crois, en 1984. Quel était le contexte? Le Cameroun était-il une démocratie? Je souhaite qu'Alain Jules réponde déjà à cette question, en 1984. Voilà. Brice a évoqué également le mode de dévolution du pouvoir en 1982 à M. Biya. M. Alain Jules n'a certainement pas assimilé la notion de légitimité. Voilà. M. Biya tirait sa légitimité lorsqu'on lui remettait le pouvoir en 1982. De quel mandat? Une constitution, on sait ce que ça vaut. Le président Ahidjo, qui par un coup de folie, décide de remettre de manière tout à fait extraordinaire et surprenante le pouvoir à un individu non détenteur d'un mandat populaire.
Voilà, ça s'appelle la légitimité. Le capitaine Guérandi, lorsqu'il décide de prendre les armes, Agnès l'a dit en 1984, que proposait-il dans le mouvement JOS? Une démocratisation du Cameroun, un état de droit. Et sauf si je suis en train de me tromper, le Cameroun a connu le multipartisme en 1990, toute chose que souhaitait déjà le visionnaire capitaine Guérandi depuis 1984. Voilà. Donc, c'est un débat qui me paraît assez complexe et délicat. Maintenant, je vais aborder le second volet. Voilà. Mon ami Brice a fait un exposé assez clair sur ce qu'on est en droit d'appeler la légitimité du peuple à recourir à tout moyen qui lui paraît bon lorsque toutes les voies de recours sont épuisées. Monsieur Biya est un dictateur. Ça, c'est un propos qui m'engage. Nous pouvons aller vers les dictionnaires et voir ce qu'on appelle une dictature. Une république, il y a le principe de la séparation de pouvoir, tel que le préconisait Montesquieu. Une séparation étanche entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Que M. Alain Jules me prouve que dans son Cameroun, parce qu'ils sont Camerounais, hein, Alain Jules est le seul Camerounais. Nous ne sommes pas des Camerounais. Jean-Bruno, Brice, moi, Agnès, il est le seul Camerounais. C'est le seul descendant de Sokoto qui a droit aux attributs. Donc, qu'ils me disent, je viens de lui poser deux questions. Voilà. Tous les ingrédients d'une dictature sont réunis au Cameroun. Et qu'on n'aille pas faire le reproche à un citoyen d'user de toutes les voies que lui reconnaît des nombreuses conventions internationales pour se battre pour son épanouissement. Le commissaire Zogo ne fait pas ici mystère de cette option-là, celle de chasser M. Biya par les armes, non pas parce que je suis un faucon. D'ailleurs, l'officier Nouma et moi et le colonel Ngando aux États-Unis venons de mettre sur pied un conseil camerounais de transition qui est une structure politico-militaire et qui vivra verra le moment venu. J'ai été commissaire. Nous avons supervisé le processus électoral au Cameroun. Je sais ce qui se passe. Je suis mieux placé, Alain Jules, pour vous parler du cas du bourrage des urnes au Cameroun. Maintenant, je vais revenir à la question essentielle, puisque le débat a été recentré. Voilà. Le capitaine et désormais Dr Guérandi, a-t-il ou aurait-il été enlevé? A-t-il ou aurait-il été assassiné? Je dispose d'un certain nombre d'indices. Je vais adopter ici la démarche de l'enquêteur. Je suis un OPJ. Voilà. Les dernières nouvelles que moi j'ai du capitaine Guérandi, avec qui j'étais en étroite collaboration, je ne vais pas vous révéler ici les dessous de ce que nous mettions sur pied. J'ai eu son dernier mail le 18 janvier 2013. Oui, voilà. Le 18 janvier 2013. Il m'a envoyé un mail que je mettrai à la disposition de mon ami Gingassa. Voilà. Maintenant, depuis cette date, je n'ai plus les nouvelles du capitaine Guérandi. J'ai été surpris lors de mon opération du Méris Hôtel sous le label du Code, l'action du 7 décembre 2003 contre le président Biya, où la peur a changé de camp. Je n'ai pas reçu de félicitations du capitaine Guérandi. Et ceci me paraît, en fait, ce n'était pas dans les habitudes du capitaine, c'était un patriote qui était prêt à encourager, à féliciter tout acte de bravoure. Ces deux indices déjà me laissent dubitatif et il y a une forte présomption, je dis bien forte présomption, de kidnapping du capitaine Guérandi. Maintenant, je vais revenir au niveau du pouvoir à Yaoundé. Le silence du pouvoir à Yaoundé. Oui. Le pouvoir de Yaoundé que je connais, j'ai été au service non pas de ce pouvoir, mais du peuple. Vous pensez que Biya, contre qui on porte des accusations aussi graves, s'il ne se reproche de rien, ne va pas communiquer? Nous connaissons ses habitudes, il va communiquer, il va apporter un démenti. Et tout à l'heure, Alain Jules dit ceci, Issa Chiroma, porte-parole du gouvernement, ne communique pas. Tout simplement parce que ça fait partie d'une contradiction du commissaire Zogo. La DGRE est sous l'autorité du président de la République. Mais lorsque M. Issa Chiroma communique en tant que porte-parole, je dis bien porte-parole, Alain Jules, c'est vous le journaliste, il porte la parole d'eux. Donc,
il vient réciter ce qu'on lui a dit par son nom. Donc, il reçoit des instructions de son patron qui lui demande de communiquer. Il ne vient pas parler de lui. Je crois que là, le distinguo est fait également. Et ce qui me laisse également dubitatif et qui semble accréditer la thèse, pour moi, je dis bien pour moi, spécialiste des enquêtes. Je suis quand même un commissaire de police parce que j'ai parlé de mes relations avec lui. Le dernier contact avec le capitaine remonte au 18 janvier 2013. Voilà. Il ne m'a pas félicité lors de l'action héroïque que j'ai menée le 7 décembre 2013 au Méris. Ça, oui, c'est des indices. Maintenant, au niveau du pouvoir de Yaoundé, le silence du pouvoir de Yaoundé ne fait que me renforcer dans mes convictions que cette thèse du kidnapping et de l'assassinat serait crédible. Et pour terminer, rapidement. Pour terminer, Cyril, pour terminer, le troisième élément qui me permet d'accréditer cette thèse relative à un éventuel enlèvement, assassinat du capitaine, c'est la réaction de sa famille. Il a une famille biologique, c'est vrai, son frère a réagi. Le capitaine Guérandi a une épouse au Burkina Faso, il a des enfants qui devraient réagir. Le commissaire Zogo a une famille. Si je disparais, forcément, mon épouse va réagir. Elle va me chercher. Mon frère Brisnitche va réagir. Donc, en un mot, pour le commissaire Zogo, j'accrédite à 75% la thèse relative au kidnapping et à un éventuel assassinat du capitaine Guérandi, voilà, selon mon expérience. Ok, merci. Je voudrais rapidement, d'abord que ça me soit confirmé par notre réalisateur Ingassa. Je pense qu'il nous reste à tout casser, je dis bien à tout casser, pas plus de 20 minutes. Je veux qu'on revienne sur l'aspect que le commissaire Zogo vient d'évoquer ici. Moi, je vais poser la question différemment. Le capitaine Dr Guérandi a disparu de la circulation. Sa famille, pour le moment, ne réagit pas. Il y a des enquêtes journalistiques probablement qui sont en train d'être menées de part et d'autre. Vous, en tant que, pour la plupart, j'enlève les deux journalistes que nous avons avec nous, c'est-à-dire Agnès et Alain Jules, vous, les trois autres qui êtes dans la sphère politique, comment peut-on contraindre, entre guillemets, s'il est même possible de contraindre, mais comment amener le gouvernement ou l'exécutif camerounais à communiquer, à donner plus d'informations là-dessus? Peut-être même que je vais ramener les journalistes. Agnès, est-ce que la presse, vous pensez que la presse a un rôle peut-être plus important à jouer là-dedans, à amener le gouvernement à réagir là-dessus? Je ne sais pas s'il revient à la presse de mettre la pression sur le gouvernement. Non, ce n'est pas le rôle de la presse, hein, de mettre la pression sur le gouvernement. Le rôle de la presse, c'est de mettre des informations à la disposition du public, y compris les membres du gouvernement, pour qu'il y ait des réactions. Donc, il faut s'adresser maintenant aux organisations des droits de l'homme, les membres de la société civile. C'est à eux de mettre la pression sur le gouvernement pour une probable réaction. La presse fait ce qu'elle fait. Le rôle de la presse, c'est de mettre l'information à la disposition du grand public pour que les gens sachent. Donc, la presse ne met pas de pression. J'ai posé une question, ils vont réagir, nos amis, mais je reste encore un peu avec vous. Est-ce que vous, connaissant un peu mieux que nous autres ou que moi, l'environnement de la presse camerounaise, est-ce que vous pensez qu'une enquête, je veux dire une enquête journalistique sur ce sujet précis aujourd'hui est évidente au Cameroun? Oui, si je peux me permettre. Oui, juste Agnès qu'elle termine, si elle a compris. Vous m'avez entendu? Oui, en fait, des enquêtes sont en cours. Faut pas croire. Les enquêtes sont en cours. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas pour rien, le commissaire Zogo ne va pas me démentir. Une enquête, c'est une enquête. Si vous voulez donner une information demain, allez faire un reportage. Ne dites pas que c'est une enquête, ça prend du temps. Ça va prendre le temps que ça prendra. Il faut accorder le bénéfice du doute aux journalistes camerounais pour
donnez-leur la possibilité de s'exprimer. Et pour s'exprimer, mener des enquêtes. Une enquête, ça prend du temps. Donnez-leur le temps de s'exprimer. Il leur faut non seulement du temps, mais il leur faut aussi des moyens. C'est-à-dire qu'on ne se lève pas un matin pour dire qu'on va mener une enquête et on la boucle demain, vous aurez bâclé votre enquête sans nous donner l'information. Vous faites une interview comme nous, on l'a faite, on fait une interview, on la livre au public. Maintenant, s'il s'agit d'une enquête, ce sont des informations qu'il faut rassembler et avec toute la délicatesse que ça implique pour donner la bonne information. Je pense que c'est un peu prématuré de faire un procès à la presse en disant qu'elle ne fait absolument rien. Elle a fait ce qu'elle fait. Elle se pose des questions. Moi, j'ai déjà reçu j'ai reçu de la part de mes confrères beaucoup de demandes d'interview, mais je suis journaliste et je refuse de me prononcer sur la question tant que je n'ai pas un certain nombre d'éléments. Donc, permettez à la presse camerounaise en général de faire son travail. Il faut à cette presse-là non seulement du temps, mais il lui faut aussi des moyens pour parvenir à mener à terme son boulot. Maintenant, ce que Jeune Afrique a fait, je trouve que c'est un début. Il faut une continuité, mais ne pas perdre de vue que l'information doit sortir. Mais merci beaucoup. J'aime votre concision. Les autres là, nos amis là, vraiment, ils sont têtus. Je veux juste, il faut que je les taquine un peu. Je veux juste apporter une petite précision encore. C'est que Georges Dougueli, le journaliste justement qui a publié le papier dans Jeune Afrique, l'article, pour ceux qui ne connaissent pas le jargon, qui a publié l'article dans Jeune Afrique, vous savez que beaucoup de Camerounais sont tombés sur lui, sont tombés sur le journal Jeune Afrique à propos de cette enquête. Il a eu un message que j'ai trouvé magnifique. Il a juste dit, j'ai livré des informations, j'en ai d'autres. Que ceux qui veulent continuer l'enquête, continuent l'enquête. Mais je peux vous dire que, je synthétise un peu son propos, je peux vous dire que les informations que j'ai données, elles relèvent d'une enquête, on l'a livrée. Maintenant, aux autres de continuer à dérouler la ficelle. Donc, je repars vers qui n'a pas parlé depuis. Alain Jules, tenez. Cyril, c'est pas gentil. Cyril, c'est pas gentil. Je vais partir du débat. Bon, je vous dis au revoir. Non, tu le sais pas. Il n'y a pas. Jean Bosco, il n'y a pas de chantage. C'est pas que tu le sais. Je n'ai pas besoin de rester ici comme ça. Je suis pas là. Tout le monde. Non. Allez, on reste. Je sais que la Candiate a toujours beaucoup de choses à dire. Alors, je réponds à ta question. Oui. Après, Jean Bosco va parler avant de partir. C'est pas gentil. Tu es allé avec Alain Jules au moins 4 fois, avec Brice au moins 3 fois. Il est moins long que tu. Regarde le temps que tu perds. Là, tu perds du temps. Laisse Brice parler et après tu vas parler. Jean Bosco a parlé plus que moi. Hein. Il faut chronométrer. Vas-y, Brice, rapidement. Vas-y. Alors, tu as posé la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour exercer la pression sur le pouvoir pour que la vérité sorte. Au courant de la semaine, mardi dernier, nous avons saisi les autorités portugaises par le canal de leur ambassade ici à Londres, parce que nous voulons la clarification sur le rôle joué par ce fameux mercenaire portugais qui a été un élément, une pièce centrale dans l'enlèvement et la disparition de notre compatriote et de ce compatriote Guérandi. Donc nous avons saisi le gouvernement portugais et dans notre communication, nous avons dit au gouvernement portugais que nous préparions à organiser une série de manifestations devant les ambassades du Portugal, partout dans le monde, jusqu'à ce que la vérité sorte. C'est un moyen de pression que nous comptons mettre à exécution. Jean Bosco, allez, saute sur l'occasion. Oui, la première chose que je voudrais dire ici, c'est que même dans la Constitution américaine, où je vis aux États-Unis, il est dit que quand un chef d'État oppresse son peuple, n'importe quel citoyen américain a le droit de prendre les armes et de tirer sur lui. Pour revenir sur Guérandi, pour dire que le Guérandi, en tant que citoyen camerounais, a le droit de réunir 1 million de Camerounais et leur donner les armes pour aller contre un pouvoir qui opprime son peuple. Donc, je voudrais faire ça très clair pour que nos auditeurs puissent comprendre cela. N'importe quel citoyen a ce droit-là.
Jean Bosco, juste pour aller dans le sens de ce que tu dis, est-ce que je peux juste rajouter que non, je voudrais conclure. ce que tu viens conclure, je te donne la parole, c'est par rapport à ce que tu dis. Okay. La résistance d'un peuple face à l'oppression, il n'est pas dit qu'elle passe automatiquement par les armes. C'est juste une petite précision. Les armes, c'est le dernier recours. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça parce que, monsieur Cyril, vous m'avez donné beaucoup d'interviews où je vous ai dit qu'au Cameroun, nous n'avons besoin que d'une révolution pour pouvoir faire partie de ce démon. Et cette révolution peut être la révolution populaire, ça peut être une révolution par les armes. Donc, quelle que soit cette révolution-là, nous avons l'obligation aujourd'hui, après plus de 32 ans de pouvoir, de le faire pour faire partie de ce démon qui est à la tête de notre pays. Deuxième point, je voudrais que nous comprenions très bien que la presse est un pouvoir. La presse a un pouvoir. Et ce pouvoir, nous l'avons vu. Nous disons bien, le dernier mail que j'ai eu de Guérandi date depuis janvier 2013, comme le disait encore le commissaire Zogo. Alors, avec ce pouvoir que la presse a, Jeune Afrique l'a utilisé, comme ce journaliste qui l'a utilisé, pour mener une enquête. Et pendant que nous étions en train de nous inquiéter où était le capitaine, le docteur Guérandi, nous avons eu une opportunité qui est partie d'une enquête menée par Jeune Afrique pour nous dire ce qui se passe ou ce qui s'est passé avec le capitaine Guérandi. Nous l'avons aujourd'hui, nous continuons sur ce plan et nous allons voir où s'en finir. Nous, à la Camdia, nous sommes en discussion avec son épouse. Nous savons très bien ce qui se passe au Burkina. Donc, il y a plein de choses qui sont dites ici qui ne sont pas vraies. Au Burkina, on est en train pratiquement de faire le deuil du capitaine Guérandi. Laissez-moi que je vous le dise. J'ai passé 4 ans au Burkina. Je connais beaucoup de gens au Burkina. Pratiquement toutes les soirées, il y a des gens, comme ça se fait à l'africaine, qui se retrouvent chez le capitaine Guérandi justement pour pleurer le capitaine Guérandi. Vous savez très bien que dans notre tradition africaine, nos épouses, nos femmes n'ont pas cette valeur, cette force pour aller dans les médias et faire un certain nombre de choses. Donc vous autres qui attendez que la femme du capitaine Guérandi sorte pour entrer dans la presse ou dans les journaux pour dire quoi que ce soit du capitaine Guérandi, vous allez attendre pendant très longtemps et cela ne viendra pas. Il faut déjà le savoir. Et pour conclure ici, là, laissez-moi vous dire qu'au niveau de la Camdia, nous avons entamé des démarches auprès du secrétariat d'État américain, c'est là où nous vivons aux États-Unis. Nous avons demandé des audiences pour rencontrer le secrétaire d'État américain pour que ça continue. Pour ceux qui ont pu suivre le discours du président Obama aux Nations Unies il y a quelques jours, si vous ne le savez pas, je vous le dis, il a parlé spécifiquement du cas du Cameroun où des gays ont même été exécutés. Je vous donne juste un petit clou pour que vous voyez où ce démon de Biaké à la tête de notre pays est même déjà extérieurement dans de sérieux problèmes. Et nous allons continuer sur ce plan-là. Pour revenir à ce que Brice a dit tout à l'heure avec le Portugal, laissez-moi vous dire que nous avons, au niveau de la Camdia, cherché à entrer dans les traces de ce colonel dont nous parlons. Il a déjà disparu et il ne porte même plus ce nom-là. Ça, c'est un. Il faut que vous le sachiez. Et de deux, au niveau du Portugal, nous avons déjà mis sur pied une cellule qui est en train de travailler et qui va nous amener plus d'informations là-dessus. Et la pression internationale au niveau des droits de l'homme et consorts devrait continuer. Et j'interpelle, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, Agnès qui est au Cameroun, avec la presse camerounaise, de ne pas jouer à ce petit démon jeu de la presse camerounaise que le fait Aurore plus et consorts en jouant le jeu du pouvoir avec les Je voudrais vous couper, Jean Bosco, je vis à Je m'excuse. Je m'excuse. Je m'excuse, s'il vous plaît. Donc, je voulais parler de vous, les journalistes qui avaient tout cela, d'essayer, avec le pouvoir que vous avez, de mettre plutôt la pression sur le gouvernement camerounais pour que ce gouvernement-là puisse enfin sortir de ces actions diaboliques. Il ne faut pas confondre les rôles, Jean Bosco. Ce n'est pas le rôle de la... Non. Quand je parle de pression, je vous donne un exemple de Jeune Afrique. Je vous donne un exemple. Je vous donne l'exemple de Jeune Afrique qui nous a mis l'information parce que la presse est, comme on le dit, le quatrième pouvoir.
Et ce pouvoir-là, vous l'avez. Je veux que vous savez que vous avez ce pouvoir-là. Utilisez-le. Vous pensez vraiment, Jean Bosco, qu'en presque 15 ans d'exercice du métier, je ne connais pas mon pouvoir, je le connais parfaitement, mais il ne me revient pas. Je réitère. Je sais, Agnès, que vous l'avez. Si je peux conclure, s'il vous plaît. Je n'ai plus, juste pour laisser les autres parler. Donc, de 84 à 2013, où nous avons eu les dernières positions du capitaine Guérandi, et quand nous ne pouvons pas l'avoir aujourd'hui, nous pensons véritablement qu'avec l'enquête de Jeune Afrique et beaucoup d'autres enquêtes au niveau journalistique, nous pouvons mener à bout la conclusion de cette histoire que nous avons vraiment envie de savoir. Parce que ça peut être moi demain, ça peut être Brice demain, ça peut être le colonel Zogo. Je ne peux pas dire que ça peut être mon ami Alain. Parce que ça peut être Agnès. Il est même déjà colonel. Merci pour votre conclusion. Je vais permettre à Brice aussi de conclure. Là, on est vraiment en train de sortir de l'émission. Je vais permettre à Brice de conclure. Qu'est-ce que je vais dire en conclusion, Cyril? Sinon que nous sommes en train de porter le deuil de notre compatriote, mais nous voulons dire à M. Biya que le combat va continuer. Avec ou sans Guérandi, le combat va continuer. Nous sommes convaincus, et tous les Camerounais avec nous, j'en suis persuadé, qu'on ne peut pas changer la nature du régime au Cameroun par les urnes. Nous avons épuisé toutes les voies pacifiques auxquelles un peuple peut recourir pour changer un régime. Nous avons tenté tout. Nous avons tenté les manifestations de rue pendant des années. Nous avons tenté les villes mortes. Nous avons tout tenté. On n'a pas réussi. Il reste aujourd'hui au Camerounais un seul moyen pour renverser Paul Biya. C'est la révolution, c'est l'insurrection populaire ou l'insurrection armée. C'est les deux choses qui restent. Si quelqu'un pense que M. Biya, qui est en train de préparer son fils pour prendre le pouvoir après lui, qui a changé la constitution en 2008 en massacrant près de 300 jeunes Camerounais à Douala et partout au Cameroun pour s'accrocher au pouvoir. S'il y a un seul Camerounais qui pense, comme M. Biya, qui a posé tous ces actes de crime. Alain Jules. Oui, voilà. Le temps que Brice termine sa phrase, qu'est-ce que vous concluez comment notre... Ce que je veux dire, c'est que bon, je suis content d'avoir enfin pu parler avec notamment Brice, Jean Bosco, et leur dire encore une fois que, bon, j'admire leur combat, hein, contrairement à ce qu'ils peuvent penser. En revanche, je crois que les méthodes sont complètement biaisées, et j'ai plutôt l'impression que ce sont des gens qui, finalement, ne savent même pas réellement où aller, quoi. Parce que nous dire ici, comme ça, tout de go, oui, il nous reste uniquement les armes, je crois que déjà, primo, c'est irresponsable. Et deuxièmement, après, il ne faut pas se plaindre. À partir du moment où vous dites que vous prendrez des armes, au nom de quel principe interdisez-vous au camp d'en face d'en prendre aussi? Parce qu'aujourd'hui, on nous dit, oui, voilà, Biya n'a pas le droit. Enfin, nous avons le droit d'aller tuer Biya, hein, de prendre le pouvoir, mais Biya, lui, n'a pas le droit, et on évoque le droit international, on évoque l'état de droit, je crois qu'il y a de conditions. Et puis bon, bien évidemment, je suis très content d'avoir aussi parlé avec Agnès, hein, parce que là, on a vu quand même quelque chose de constructif et de positif, et puis, surtout le rôle du journaliste. C'est pas à la presse camerounaise de dire au gouverneur de parler, c'est pas à la presse française. Jeune Afrique n'a fait que parler de quelque chose d'assez, pour moi, hein, je le dis encore une fois, c'est un article de commande. Et Jeune Afrique, pour moi, au jour d'aujourd'hui, ne représente absolument rien. Ce soi-disant journal panafricain ne sert à rien. Il n'est là que pour déstabiliser les nations. Voilà, c'est tout ce que je peux dire par rapport à ce débat. Et je te remercie très sincèrement, Cyril, pour ce superbe débat. Merci Alain Jules. J'ai l'impression que le commissaire Zogo a quelque peu bougé. Je vais plutôt alors terminer avec nos invités en donnant la parole à Agnès. Oui, bien, merci Cyril. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Je veux dire, on a pratiquement
pratiquement tout dit. On a dit ce qu'on pouvait dire aujourd'hui parce qu'on ne peut pas dire au sujet du docteur Guérandi. Ce n'est pas possible. C'est une Bible, c'est un mythe. Il y a beaucoup d'aspects qu'on n'a même pas effleurés. Beaucoup d'entre nous ne savent pas qui est le docteur Guérandi Bara. Je reste très amusée quand s'exprimer à son sujet. Je reste mais je reste en retrait parce que ça ne vaut pas la peine de démarrer un débat avec des gens qui ne savent pas pour la plupart des cas de quoi ils sont. Je peux apporter des précisions valables ou que je trouve valables à ce moment-là. Dans le cas contraire, il vaut mieux, je renverrai les Camerounais à un peu plus. Ok, merci. Sur la connaissance est réellement Guérandi Bara. Mais maintenant, une information a été donnée, un article a été publié, qu'il ait été exécuté ou pas, le temps nous en dira un peu plus. Je préfère laisser le temps faire les choses. Merci Agnès. On va sortir comme ça de notre émission. Je dirais que, écoutez, à titre personnel, moi, ça a été un plaisir de partager avec vous sur ce sujet-là. Néanmoins, journaliste, citoyen camerounais, je ne le cache pas, citoyen engagé, je dis quand même que une seule chose m'importe aujourd'hui, c'est que la vérité soit faite sur cet enlèvement ou kidnapping ou n'importe quoi, mais que la vérité soit faite et que de toute façon, tout le monde n'aspire qu'à une seule chose, c'est un Cameroun meilleur. Donc, je sais que les journalistes font des enquêtes, je sais que nos politiques aussi, notamment ceux que nous avons, font leur travail à côté. On espère juste que on saura tout, du moins tout. Au moins, on aura plus d'éléments bientôt. Voilà, ça a été un plaisir. J'espère que ceux qui nous ont regardés ont pris, ont passé quand même un bon moment à écouter. Il faut quand même, comme on dit, remuer la cage un tout petit peu. C'est de ça que sort la vérité. Je remercie, et je vais vous laisser plutôt le privilège de fermer l'émission. Je remercie énormément NHL, pour ceux d'Amérique du Nord, je ne parle pas de la Ligue, mais c'est Ngassa Api que je remercie le Diaf Civil de m'avoir invité, de m'avoir proposé justement de remplacer comme ça Alain Jules. C'est aussi un signe que, à notre niveau, nous envoyons aux compatriotes. Les Camerounais, c'est une seule personne, c'est on travaille de part et d'autre. Tout le monde sait que j'ai Ndjangi TV, mais Ndjangi TV, Diaf TV, on est tous dans le même combat. Donc, à vous tous, je dis encore une fois, merci. Je sais qu'on va renouveler l'expérience. Je laisse notre boss terminer l'émission. Est-ce qu'il ouvre son micro? Ah, il faut que je vous dise que son micro... Son micro n'est pas ouvert.